Dans ce chapitre, on va étudier le modèle quantique de l'atome dans lequel les électrons sont traités comme des ondes de matière. C'est-à-dire on va associer une densité de probabilité de présence aux électrons sous forme d'une fonction d'onde, dont sa résolution nous donne des nombres quantiques qui caractérisent des orbitales atomiques. Donc, une orbitale atomique est définie comme étant une région d'un atome où l'électron a une probabilité de présence plus de 90%. Vous avez appris au lycée, avec un modèle simplifié, le remplissage des couches électroniques se fait par ordre K, L, M, N, O, P, Q, et que pour chaque couche ne peut contenir qu'un certain nombre bien limité d'électrons. Par exemple, pour la couche K ne peut contenir que 2 électrons. La couche L, 8 électrons. La couche M, 18 électrons. La couche N, 32. O, 50 et 72. Là, on va abandonner le raisonnement des couches qui tournent autour de noyaux. On va considérer maintenant qu'on a des sphères et dans chaque sphère, on va placer un certain nombre d'électrons bien définis. Par exemple, pour la couche K, on va considérer que c'est une sphère. On va mettre que 2 électrons. Pour la couche L, ça va être une sphère dans laquelle on va mettre 8 électrons et ainsi de suite. Par exemple, pour la couche N, ça va être une sphère à l'intérieur de laquelle on va mettre 32 électrons. On va voir par exemple dans le cas où on a un certain nombre d'électrons qui ne dépassent pas 18, comment remplir les couches électroniques. Alors dans le cas de l'azote, on a K2L5, on a placé 7 électrons. Par exemple pour le chlore, on a placé 2 sur la couche K, 8 sur la couche N et 7 sur la couche M. Et maintenant on va poser la question, comment on va placer les autres électrons quand on dépasse 18 électrons. Alors, vous allez remarquer que pour ces atomes, dont le nombre d'électrons est 27 pour le cobalt, 47 pour l'argent, etc., on va remarquer que la suite de 8, 18, 32, 50 et 72 ne figure pas sur cette liste de nombre d'électrons. C'est-à-dire, après 32, normalement, on doit avoir 50. On ne voit pas 50 ici, mais on voit 32. Donc là, il faut poser la question différemment. Il faut dire comment donc sont bien répartis ces électrons autour du noyau. Alors, on va poser la problématique et on va supposer cette situation. On va dire que pour chaque niveau, pour chaque couche, on va considérer qu'on a des sous-couches. C'est-à-dire, par exemple, pour la couche N1, on a une seule sous-couche. Pour L, on a 2 sous-couches. Pour M, on a 3 sous-couches. Pour N, on a 4 sous-couches. Et ainsi de suite. C'est-à-dire, pour ce modèle, on a la couche L, K est représentée par une sous-couche. La couche L pour 2 sous-couches. M3, 4 et ainsi de suite. Alors, on va donc dire qu'il y a une insuffisance du modèle de Bohr parce qu'il est appliqué uniquement pour l'hydrogène et des hydrogénoïdes et il n'est pas appliqué pour des atomes qui sont polyélectroniques, c'est-à-dire qui possèdent plusieurs électrons. Pourquoi? Parce que dans le concept de la mécanique classique, on détermine la vitesse et la position d'un corps avec précision. Par contre, on ne peut pas l'appliquer pour c'est-à-dire pour des électrons qui sont microscopiques ou bien pour des atomes qui sont polyélectroniques. Donc là, on a la nécessité d'une nouvelle mécanique qui est la mécanique quantique. Alors, de la mécanique classique à la mécanique quantique ou bien la mécanique ondulatoire. Alors, en mécanique classique, donc vous avez bien étudié le mouvement d'un corps, c'est-à-dire que vous avez déterminé sa trajectoire et sa vitesse et sa position avec précision. Par contre, pour des particules, c'est difficile de déterminer avec précision
sa position et la vitesse. Donc, on va parler de principe d'incertitude de Heisenberg. Alors, on va considérer dans l'approche ondulatoire qu'on a un point M, c'est-à-dire on va considérer un électron qui est situé en un point de l'espace de coordonnées x, y, z à un certain moment, c'est-à-dire à un instant t, et on va décrire cette fonction, ce comportement par une fonction qu'on appelle une fonction d'onde qui dépend de ces 4 paramètres. Alors, cette fonction contient toutes les informations relatives à l'électron. Alors, notion de probabilité de présence, c'est-à-dire lorsqu'on a un électron, par exemple d'hydrogène, qui possède un seul électron, et donc il va graviter autour du noyau. Et là, vous remarquez des couches, c'est-à-dire des couches K, L, M, N. Alors, c'est l'endroit où l'électron peut avoir donc une certaine probabilité de présence. Alors, chaque point représente une position pour l'électron de l'atome d'hydrogène dans son état fondamental, même ici. C'est-à-dire, lorsqu'on a un atome d'hydrogène, on a un seul électron. Donc, les points que vous voyez ici, c'est les positions possibles pour l'électron. Et cette position est déterminée par une probabilité de présence. C'est-à-dire, lorsqu'on cherche un électron dans l'atome d'hydrogène, bien sûr, il existe, donc sa probabilité est égale à 1, d'où la normalisation. Alors, au niveau du noyau, la probabilité de trouver un électron, elle est forte. Par contre, lorsqu'on s'éloigne du noyau, cette probabilité devient faible. L'équation de Schrödinger, cette équation de Schrödinger, elle nous donne les informations possibles sur l'état d'énergie et les types d'orbitales atomiques. Alors, cette équation, couplée à la normalisation, n'a de solution que pour certaines valeurs d'énergie, c'est-à-dire comme l'énergie sont quantifiées, elle ne va pas nous donner n'importe quelle valeur d'énergie, mais des valeurs bien précises. Alors, résoudre l'équation de Schrödinger, c'est déterminer pour un électron sa position, c'est-à-dire la forme ou bien le type d'orbital atomique et l'énergie qui correspond à cet orbital atomique. Alors, pour une valeur d'énergie propre, il est possible d'avoir plusieurs fonctions qui vérifient l'équation de Schrödinger. C'est-à-dire que lorsqu'on a un niveau d'énergie ou bien une couche, ces niveaux, donc, qui représentent des orbitales atomiques, ils vont avoir parfois même énergie. Donc, ce que vous voyez ici, c'est la probabilité ou bien la densité de présence d'un électron autour du noyau, c'est-à-dire dans le cas de l'atome d'hydrogène. Alors, la résolution de cette équation, elle va nous donner les nombres quantiques. Dans la description quantique de l'atome, l'état d'un électron, c'est-à-dire son énergie, ses mouvements autour du noyau et la forme de l'orbital, est définie par 4 paramètres qui sont appelés des nombres quantiques. Ils sont notés N, L, M et S. Alors, le nombre quantique N, elle détermine le nombre ou bien le niveau d'énergie. C'est-à-dire pour n est égal à 1, c'est la couche A ou bien c'est le niveau 1. N est égal à 2, c'est le niveau 2 ou bien L et ainsi de suite. À partir donc de cette information, on peut avoir le nombre quantique secondaire qui va caractériser la forme de l'orbital. Elle définit une sous-couche électronique ou bien un sous-niveau d'énergie. Alors, ce nombre L a une condition mathématique qui doit être compris entre 0 et n-1. Lorsque L est égal à 0, c'est la sous-couche S. Lorsque L est égal à 1, on a la sous-couche P. Lorsque L est égal à 2, on a la sous-couche D. L est égal à 3, la sous-couche F. Après, donc, on a une autre valeur qui s'appelle le nombre quantique. Elle va définir l'orientation de l'orbital. Alors, sa valeur, elle est comprise entre moins L et plus L. Lorsque L est égal à 0, les valeurs possibles de M, c'est 1. Donc, on a une seule orientation, donc une orbitale S. Lorsque L est égal à 1, donc on a 3 possibilités de la valeur de M, 3 orientations, 3 orbitales P de même énergie. L est égal à 2, donc on a 5 possibilités de valeur de M, 5 orientations, 5 orbitales de même énergie. L est égal à 3, donc 7 possibilités, 7 orientations et 7 orbitales qu'on va l'appeler F. Alors après, il y a un autre nombre quantique qu'on appelle S, définit le sens de l'orientation de l'électron sur lui-même. Quand le sens
Quand il tourne de la gauche vers la droite, donc il est noté 1,5. Donc on va mettre la flèche est vers le haut. Dans le sens contraire de la gauche vers la droite, elle va être vers le bas et sa valeur, elle va être moins 1,5. Alors là, vous avez le type d'orbital. Donc là, lorsque elle est égale à 0, c'est l'orbital S, voilà sa forme géométrique. Lorsque elle est égale à 1, on a l'orbital P, donc on a 3 orbitales P. Lorsque elle est égale à 2, on a 5 orbitales D. Elle est égale à 3, on a 7 orbitales F. Alors, ils sont représentés de cette manière. Vous avez le premier niveau avec une sous-couche, deuxième niveau avec 2 sous-couches, troisième niveau avec 3 sous-couches, le quatrième niveau avec 4 sous-couches. Alors, il est représenté de la même manière ici. Donc, lorsque n est égal à 1, une seule couche. Lorsque n est égal à 4, 4 sous-niveaux d'énergie. Voilà, ils sont représentés ici donc autour du noyau. N est égal à 1, on a S. N est égal à 2, SCP, 3, SPD, 4, SPDF et ainsi de suite. Alors, les niveaux d'énergie et les sous-niveaux d'énergie ainsi que les orbitales atomiques. Alors, lorsque N, les valeurs de N représentent des niveaux d'énergie, selon les valeurs de N, vous avez les valeurs de L qui donnent les sous-niveaux d'énergie et selon la valeur de L, vous avez le type d'orbital atomique. Alors, ici, vous avez les orbitales atomiques. Là, on a un niveau d'énergie. Et dans le niveau d'énergie, vous avez des sous-niveaux d'énergie. Et pour chaque sous-niveau d'énergie, vous avez un type d'orbital atomique. Alors, les nombres d'électrons dans chaque orbital atomique. Alors, on se place dans le niveau énergie croissant. Donc, on passe de l'orbital S jusqu'à l'orbital F. Alors, l'énergie, chaque orbital est caractérisée par une case qui contient 2 électrons. P, 6 cases qui va contenir 6 électrons au maximum. D, on a 5 cases, elle va contenir 10 électrons. 7 cases, elle va contenir au maximum 14 électrons. Alors ici, voilà la représentation de diagramme énergétique. On peut le représenter sous forme des cases, comme on peut le représenter sous forme de traits. Alors, chaque trait représente un niveau d'énergie ou bien un sous-niveau d'énergie. Par exemple, pour le N1, vous avez un S1. Pour N2, vous avez 2 sous-niveaux. N3, vous avez 3 sous-niveaux. N4, vous avez 4 sous-niveaux. On remarque que pour chaque valeur de N, le N au carré est le nombre d'orbitales atomiques. Par exemple, ici, N est égal à 2, N au carré est égal à 4, c'est le nombre d'orbitales atomiques. Dans le cas quand on veut calculer 2n au carré, ça va nous donner le nombre maximal des électrons dans un niveau. C'est-à-dire dans le cas où n est égal à 2, on a 2 fois n au carré, ça fait 8 électrons, c'est-à-dire on peut placer 8 électrons. Alors ici, on peut placer donc K est égal à 1, 2 électrons. Dans le cas de L, 8 électrons. Dans le cas de M, qui correspond à n est égal à 3, donc 3 au carré, c'est 9. 9 fois 2, 18. Lorsque n est égal à 4, 4 au carré c'est 16, 16 fois 2 ça fait 32, voilà on voit bien la suite. Lorsque n est égal à 5, 5 au carré 25 fois 2, 50, 6, 6 au carré 32 fois 2, 72 et on voit bien la suite maintenant. Donc on a bien répondu à la problématique que dans chaque couche, il y a des sous-couches ou bien pour chaque niveau, il y a des sous-niveaux. Je vous souhaite bon courage.